Salut mes Nakamas, c'est le Doc, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour la réaction live. Pas du tout, il n'y a pas de chapitre. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien maintenant, quand il n'y aura pas de chapitre, on fera une petite vidéo sur une petite réflexion. La dernière fois qu'il n'y a pas eu de chapitre, on avait fait une vidéo sur le pire arc, moi je pense, au niveau de One Piece. C'était l'arc de l'île des hommes poissons. Et j'étais super surpris que dans les commentaires, il y en a beaucoup parmi vous qui n'ont pas aimé l'arc Skypiea. Donc, pourquoi pas faire une petite vidéo là-dessus prochainement. Là, aujourd'hui, on va faire une vidéo sur quoi? Vous l'avez vu, vous avez vu la vignette, vous devez vous poser la question, le Doc, mais de quoi il va nous parler? Quelle est cette erreur qu'a fait Ichiro Oda? Pour moi, l'une des plus grosses erreurs qu'a fait Ichiro Oda, c'est tout simplement la gestion de la mort. Qui suis-je pour critiquer le travail de notre dieu Ichiro Oda, le meilleur des mangakas, celui qui est absolument parfait? Ceci est de l'ironie, bien sûr. Bah, c'est simple. Alors, pour ceux qui voudraient pas être spoilés, on va essayer d'en parler discrètement. Dans le chapitre 979, on voit quelqu'un qui est censé être mort revenir. Quand on a vu ça, franchement, je me suis dit, mais Oda Nune, qu'est-ce que t'as foutu là? Mais c'est quoi ce délire? Pourquoi t'as niqué ça? C'est pas bien ça. Donc, je me suis dit, déjà que je voulais en parler depuis un bout de temps, je me suis dit, ça serait bien de faire une petite vidéo là-dessus et de dire un petit peu quelle est cette relation entre la mort et One Piece et surtout la mort et Ichiro Oda. Il faut se remettre dans le contexte et reprendre le premier chapitre One Piece. Je l'ai déjà dit quand j'ai fait la vidéo Il était une fois One Piece, ou quand j'ai fait dernièrement la relecture du premier chapitre. Le premier chapitre One Piece, il y a pas mal de morts. Il y a 3 morts entre. Il y a la mort bien sûr de Goldie Roger, mais ça c'est nécessaire parce que c'est ce qui permet de lancer One Piece. Mais on a la mort du bandit par Lukiro, on a la mort de Iguma qui se fait bouffer par le monstre, le serpent de la baie ou le monstre de la baie. Et entre parenthèses, à la fin du chapitre, il y a quand même Shanks qui perd un bras. Donc le premier chapitre, ça te met dans l'ambiance en te disant, quand tu le lis, wow, One Piece, c'est pas fait pour les tendres. Parce qu'il faut bien se rappeler que One Piece, à la base, c'est quand même fait pour des enfants. L'autre chose aussi qui est vraiment très importante, c'est comment est dessinée la mort. La mort de Goldie Roger, il se fait empaler. La mort que Lukiro fait sur un bandit, il lui tire une balle en pleine tête. Et on voit l'action. C'est pas quelque chose qui est ellipsé où on voit un pan et puis on se dit ah bah tiens, lui il est mort. Non, non, on voit vraiment la chose se faire. Après la dernière mort, c'est vraiment le monstre marin qui est derrière et qui le bouffe. On prend pas mal de chapitres plus tard et on arrive dans un flashback, le flashback de la jeunesse de Nami. Et là, t'as une autre chose qui est quand même assez gore. C'est-à-dire que t'as Arlong qui tire une balle en pleine tête de belle-mère. L'image est hyper forte et il y a les enfants qui sont à côté. On reprend le contexte de l'époque, c'est-à-dire que dans les mentalités, c'est encore des enfants qui lisent ça. Et je sais pas pour vous, mais moi en tant qu'adulte, ça m'a un tout petit peu choqué. L'autre chose qui se passe encore quelques chapitres et arcs plus tard, c'est le flashback avec Iluluk. Et vous remarquerez que ça fait quand même 2 fois que je parle de flashback. Iluluk et Ichiro Oda, à travers Iluluk, nous passe un message à nous. Pourquoi? Parce que Chopper n'est pas présent. Donc ce n'est pas un message à Chopper. C'est bien un message que Ichiro Oda nous fait à nous, lecteurs. C'est-à-dire que quelle que soit la mort de la personne, que ça soit qui se fasse tuer, que ça soit du poison, que ça soit une maladie incurable, une personne meurt réellement seulement que quand elle est oubliée. Tant que vous pensez dans le fond de votre cœur à des personnes qui sont mortes, eh bien, elles seront toujours en un sens un petit peu vivantes. Donc là, encore une fois, il y a une relation avec la mort qui est quand même assez importante. Tout se passe très très bien jusqu'au moment où Ichiro Oda nous fait la pellade. Alors pour ceux qui auraient des amnésies ou ceux qui auraient évacué cette partie pour ne pas penser à des choses mauvaises sur One Piece, on va faire un petit rappel. Ce qui se passe, c'est qu'on est en haut d'une tour, il y a une bombe qui va exploser et qui va raser tout à la basta. Et là, ils ne peuvent pas enlever le mécanisme. Donc qu'est-ce qu'il y a? Là, il y a Pell qui est en faucon, qui vient prendre la bombe et qui va s'envoler vers les cieux. Et après, boum, grosse explosion. Oiseau, bombe, aller vers le ciel. La symbolique, je vous fais pas l'affront de vous l'expliquer. Mais cette mort, elle est magnifique. Et je crois même que c'est l'une des premières morts
qu'on a dans le temps présent de One Piece, c'est-à-dire qu'on n'a pas dans un flashback. Et là tu te dis, mais c'est beau, c'est beau, t'en aurais des larmes. D'ailleurs j'ai eu des larmes. Et après, à la fin d'Alavasta, enfin à un moment, t'as le retour de Pell. Non mais, what the fuck? What the fuck? Comment ça se fait que Eiichiro Oda nous a ramené ce personnage? Alors maintenant, c'est un petit peu explicable. Explicable dans le fait de comment il a réussi à survivre à cette explosion. Maintenant, on sait qu'il y a le haki de l'armement, qu'on peut se mettre en full haki, et on a vu que certains arrivaient à résister à des explosions, à des attaques, enfin à plein de trucs. Donc on peut imaginer que Pell est un guerrier qui est hyper puissant, qui maîtrise le haki, et quand il s'est envolé, il s'est transformé en full haki, mais vu qu'il n'était pas assez puissant, il a quand même eu quelques blessures. En un sens, la survie de Pell maintenant est explicable. Le seul problème, c'est que scénaristiquement parlant, à quoi ça sert de ne pas l'avoir fait mourir, sauf si on pense, et on le verra plus tard en lisant quelques SBS et aussi des interviews, que Eiichiro Oda ne veut pas faire mourir des personnes importantes dans le temps présent. On reprend un autre exemple, tout simplement à Impel Down, Mr. Two. Le sacrifice d'un ami ultime, c'est beau, il y a le retour d'un ami, et celui-ci après se sacrifie, et là, il est face à Magellan. On se remet dans le contexte de l'époque. Magellan s'est fait niquer par des prisonniers qui sont partis. Il a plus que les nerfs, et surtout son attaque est à base de poison que normalement personne ne peut guérir. Si Luffy a réussi à guérir, c'est grâce à Ivankov qui avait forcément ce fruit du démon qui a permis justement de faire ça. Mais normalement, dans Impel Down, maintenant, il n'y a plus personne qui peut soigner. Donc, comment Mr. Two a réussi à s'échapper? Parce qu'on le revoit plus tard dans des premières des pages, quand il lit justement les journaux avec le retour de Luffy, on voit qu'il est dans l'étage 5.5 et qu'il est toujours vivant. Comment ça se fait qu'il est vivant? Même là, personnellement, je n'arrive pas à trouver d'excuses. C'est fou, et encore une fois, le combat a été ellipsé, donc on ne sait pas réellement ce qui s'est passé. Mais comment Magellan a pu le laisser partir? Mr. Two a réussi un petit peu à s'échapper, donc là, Luffy va aller sauver Ace, et dans notre tête, on se dit, il va réussir à sauver Ace. Et là, ce qui se passe, c'est que Ace meurt. Il meurt réellement. Depuis plus de 50 tomes avant, tous les mecs dans les temps présents ne meurent pas. Il y a seulement que les personnes qui sont dans le passé, dans les flashbacks, qui meurent, qui permettent de comprendre aux personnes pourquoi elles sont devenues méchantes, pourquoi elles ont ces mentalités, ou pourquoi elles ont certains rêves. Et là, le fait qu'on ait le Ace qui meurt, on se dit, mais c'est impossible. D'ailleurs, je me rappelle qu'à l'époque, on avait des théories complètement de fou. Vu que Marco avait le fruit du démon du phénix, peut-être qu'il aurait pu donner son sang pour qu'il y ait un petit peu de phénix. Vu que aussi Ace, c'est du feu, ça peut se marier ensemble et il peut revivre. Vous ne pouvez pas accepter la mort de Ace. Et pourtant, il est mort, ainsi que Barbe Blanche. À quoi ont servi leur mort? C'est ça qui est important à réfléchir. C'est-à-dire que quand Eiichiro Oda fait mourir quelqu'un dans un temps présent, c'est parce qu'il y a un intérêt scénaristique. L'intérêt scénaristique, c'est tout simplement de faire évoluer Luffy, de lui faire comprendre que t'es pas infaillible, que malgré que tu aies cette volonté, quand tu pars, tu te dis, si on veut, on peut, je veux devenir le seigneur des pirates, donc j'ai juste qu'à le vouloir et je vais réussir. Je veux sauver mes Nakama, donc je vais réussir à les sauver. Sauf que non, il n'a pas réussi à sauver son frère. Son frère est mort dans ses bras. La mort maintenant de Barbe Blanche, elle, a un lien avec Goldie Roger. Il fait partie de cette vieille génération et il vient mourir pour passer un message. Le but de Marineford, on le répète encore une fois, c'est de mettre fin à l'ère de la piraterie. Faire mourir Ace permet justement à Barbe Blanche et aux autres pirates de venir, et la marine voulait tous les tuer et ainsi transmettait un message en disant, vous les pirates, regardez ce qu'on a fait à Barbe Blanche qui est l'homme le plus fort du monde, et bien on l'a niqué et tout son équipage, donc vous ne pouvez rien contre la marine, donc arrêtez de faire chier Pépé et Mémé. Sauf que ce n'est pas du tout ça ce qui s'est passé. C'est-à-dire que Barbe Blanche s'est mis face à la caméra et a lancé ce putain de speech.
et a dit tout simplement que le One Piece existe. Et en mourant, Barbe Blanche reprend le rôle de Goldie Roger et permet de faire repartir cette ère de la piraterie, de permettre à la nouvelle génération de pouvoir atteindre ou d'avoir le désir d'atteindre le One Piece. Après, on va passer un petit peu sur le Nouveau Monde où on a d'autres morts qui est présente. On a la mort de Monet. Franchement, elle se prend un couteau en plein cœur. Donc là, franchement, si on la revoit, je ne sais pas. Vergo, personnellement, je pense qu'il est toujours vivant. Pourquoi ? Parce que Vergo s'est fait couper par l'eau. Donc, il y a toujours ce pouvoir du fruit du démon qui est dessus, et donc on peut penser qu'il est entre guillemets un petit peu quasi immortel, comme l'a été Kinemon quand les parties de son corps ont été dispersées un petit peu à droite et à gauche. Et on a eu une autre mort qui est importante et qui est la mort de Pedro. La mort de Pedro, j'ai l'espoir qu'il soit réellement mort. Pourquoi ? Parce que scénaristiquement parlant, il a quelque chose d'important à transmettre. Vergo, sa mort ne sert presque à rien. Alors que la mort de Pedro est comme celle de Goldie Roger et comme celle de Barbe Blanche, il fait partie de cette ancienne génération. Ichiro Oda, quand il tue Goldie Roger, quand il tue Barbe Blanche et quand il tue Pedro, il ne les tue pas en tant que tels. Il met fin à une souffrance, il met fin à une maladie. On savait qu'il avait presque plus de temps à vivre, Pedro, donc en un sens, le sacrifice qu'il a, c'est pour qu'une nouvelle aube puisse se lever. Donc c'est exactement comme Goldie Roger, c'est exactement comme Barbe Blanche, c'est-à-dire que c'est la fin d'une ancienne génération qui va semer les graines pour que fleurissent, pour que donne l'espoir à une nouvelle génération. Donc là, encore une fois, le traitement de la mort qu'a Ichiro Oda n'est pas mauvais, à part une ou deux exceptions près. La chose qui permet un petit peu de faire stresser, c'est qu'il n'y a pas de Deus Ex Machina qui permet de faire revivre les personnes, comme c'est le cas dans d'autres mangas. On va prendre l'exemple de Dragon Ball avec les boules de cristal, et aussi qui s'est passé au niveau de Naruto avec le retour justement de toutes les personnes qui sont mortes. La chose qui fait quand même un petit peu peur quand on lit One Piece, c'est-à-dire qu'on se dit que même si Ichiro Oda ne veut pas faire mourir des personnes dans le temps présent, il peut quand même en faire mourir pour un but scénaristique. Ace est mort d'un point de vue scénaristique. Pedro est mort d'un point de vue scénaristique. La personne qui est censée être morte au chapitre 979, outre le fait que sa mort aurait eu un beau symbole, d'un point de vue scénaristique, ça ne va pas apporter quelque chose à l'histoire. Il va pas avoir un virage qui a été fait parce que cette personne est morte. Je sais pas si vous voyez où je veux justement en venir. Et c'est ça qui est important. Il va en parler plus tard dans une interview, c'est-à-dire qu'il ne veut pas utiliser comme certains la mort pour rendre son manga hyper dark. Il faut toujours qu'on reste dans une certaine mentalité, c'est-à-dire que One Piece, c'est un shonen. C'est comme Naruto, c'est comme Dragon Ball, c'est comme Fairy Tail, c'est comme Bleach, My Hero Academia. One Piece est différent de mangas comme par exemple Full Metal Alchemist, Berserk, L'Attaque des Titans, Promised Neverland ou alors Death Note. Dans les mangas que je viens de vous citer, la mort est un personnage principal de l'œuvre. On ne peut pas créer cette œuvre sans la présence et sans l'importance de la mort. Et la dernière chose que je voudrais vous parler, c'est vous prendre certains SBS pour qu'on comprenne vraiment la mentalité, la relation que Ichiro Oda a vraiment avec cette mort. Les deux premiers, c'est des SBS qui sont connus, mais je préfère quand même vous les rappeler. SBS du tome numéro 4, parution au Japon le 4 août 1998. Un lecteur pose la question, comment ça se fait que Luffy ne tue jamais ses ennemis? Parce que oui, dans d'autres mangas, les ennemis souvent meurent à la fin. À travers le manga One Piece, jusqu'à maintenant, il n'a pas tué Moji, il n'a pas tué Elmep, mais Morgan le bûcheron s'est fait tuer par Zoro.
Pourquoi ça? Oda, c'est une très bonne question. Premièrement, j'ai très mal fait le Premièrement, je dois annoncer que Morgan est encore en vie. Il est en ce moment en prison où il a été placé par ses anciens subalternes. Pourquoi Luffy ne tue pas ses ennemis? Parce que dans cette ère, tout le monde utilise sa vie afin de se battre pour ses rêves. Pour un ennemi, quand leur rêve est brisé, c'est pareil que perdre un combat est aussi douloureux que la mort. Je crois que pour un pirate, ne pas tuer son ennemi, c'est leur donner une seconde chance de se battre pour leurs rêves. Encore une fois, là ici, on est dans la symbolique, c'est-à-dire que si tu perds ton rêve, tu perds en un sens ta raison de vivre. Après, on a un SBS qui est le SBS 57. Ça, si mes souvenirs sont bons, c'est avant la mort de Ace. C'est un truc de fou, c'est-à-dire que là-dedans, on reprend ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que non, vous inquiétez pas, je vais pas faire crever les gens dans le présent. Quand Luffy et sa bande vont s'occuper de régler son cas à un ennemi, ils emploient des expressions comme vaincre ou lui exploser la face. Mais ils disent jamais tuer. Et effectivement, sauf erreur, aucun ennemi n'est jamais mort. Est-ce une volonté de votre part? Réponse d'Ichiro Oda. En effet, au tout début de l'apparition de la série, ma grand-mère de Kumamoto m'a téléphoné pour me demander de ne pas utiliser ce mot. Donc évidemment, Luffy et ses amis ne le prononcent jamais. Et même moi, plus des gens dans mon entourage disparaissent, plus je trouve que c'est un vilain mot. D'ailleurs là, on va faire une petite parenthèse. Ça serait bon de faire une recherche, j'ai pas fait la recherche, je ne sais pas. Est-ce que au moment où Iluluke, il a dessiné Iluluke quand justement il est mort, est-ce que à ce moment-là, il y a une personne qui lui était chère et mort proche de lui. Je l'emploie parfois dans la bouche d'ennemis ou bien dans des passages comiques, mais d'une manière générale, c'est un verbe qu'il faut mieux éviter. Alors s'il vous plaît, veuillez aussi à ne pas l'utiliser à tort et à travers. Et après, il y a une dernière chose vraiment très importante, c'est une interview qu'il a fait dans un Playboy de 2007. Et là, vous allez voir, en gros, ça va finir cette vidéo, vous allez comprendre la mentalité d'Ichiro Oda. Playboy. Une des particularités de votre manga, c'est que les protagonistes ne meurent pas. D'ailleurs, ils ne tuent même pas leur adversaire. En d'autres mots, les personnages ne reviennent jamais à la vie, ne ressuscitent jamais. Comment se fait-il que dans One Piece, vous n'usiez pas de schéma de résurrection de personnages si chers aux autres auteurs de manga? Et là on reprend par exemple les boules de cristal. Je vais faire ici une petite parenthèse parce que j'ai oublié d'en parler par rapport à Dragon Ball. Dragon Ball, j'adore. Je vais pas mentir dessus. C'est ce qui m'a donné envie de lire des mangas. C'est la jeunesse, Club Dorothée et tout ça. Et ce qui se passe, c'est que dans Dragon Ball, quand il y a eu les boules de cristal qui sont apparues, les personnes peuvent revivre, mais il a mis une condition, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent être ressuscités qu'une seule fois. C'est pour ça que ce qu'il se passe au niveau Namek est dingue, c'est-à-dire que Krillin est déjà mort une fois, et Krillin meurt, donc il ne peut plus revenir. Même la mort de Vegeta, même si c'est un méchant qui est devenu un tout petit peu gentil, on ne pense pas qu'il va revenir. Et après, il y a ce Deus Ex Machina qui revient en disant oui, mais les boules de cristal de Namek sont plus puissantes que celles qu'il y a sur Terre, donc elles vont permettre de faire ressusciter quelqu'un même s'il est déjà mort une fois, et hop, ça y est, il revient. Quand on a le passage qui est hyper emblématique, que tu as Vegeta qui se sacrifie, on a peut-être entre guillemets un petit peu cette petite larme pour se dire oui, c'est beau ce que tu fais en tant que papa envers ton fils, mais même si t'es mort, Akira Toriyama, il va trouver quelque chose pour le faire revenir. Cette notion de mort n'est pas présente dans Dragon Ball, donc en un sens, t'as moins de stress pour le personnage que tu peux avoir des stress pour d'autres personnages. Donc quand t'as Jiraiya qui meurt, là tu dis bah ouais, là, et pour le coup, Jiraiya il est parvenu. Donc là, il y avait quelque chose, il y avait cette émotion, et on va en reparler justement, vous allez comprendre pourquoi je parle de ça. Réponse d'Ichiro Oda. Eh bien, c'est toujours bizarre de voir une personne revenir à la vie, vous ne trouvez pas? Rire. Donc là, en un sens, Ichiro Oda se moque un tout petit peu d'autres mangaka. On répète encore une fois que l'une des personnes qui a le plus influencé Ichiro Oda, c'est quand même Akira Toriyama. Je dois vous dire que je ne suis pas très fan de ce genre de clichés stéréotypés. Voilà pourquoi j'aime avoir une raison et un motif pour tout ce qui se passe dans ce manga, plutôt que de faire revivre mes personnages. Je préfère ne pas les tuer en premier lieu, même lorsqu'ils sont au bord de la mort. Donc voilà, ici on a une explication, et encore une fois, il aime bien avoir une raison et un motif, donc on reprend sur ce que j'ai dit tout à l'heure, un but scénaristique. Autre question de Playboy. Ces dernières années, la plupart des récits qui se veulent dramatiques et émouvants ont recours à la mort d'un ou plusieurs de leurs personnages, mais les scènes dramatiques dans One Piece sont plutôt
différente. Réponse d'Ichiro Oda. Et là. Être en larmes parce qu'on a vu un personnage mourir, ce n'est pas ce que j'appelle une scène dramatique. Vous voyez ces personnes qui pleurent lorsqu'on assiste à des funérailles? Eh bien c'est pareil, lorsqu'une scène dramatique vous émeut réellement, vous pleurez différemment. Même quand un événement pénible se produit, les gens ne vont pas forcément pleurer. Même quand la situation devient plus difficile et réellement atroce, ils se retiennent toujours de pleurer. Ils se retiennent, mais il suffit qu'une personne douce se présente devant eux pour qu'ils explosent en larmes. C'est ce que j'appelle pleurer suite à une émotion forte. Et quand je dessine ce genre de scène, je me retrouve moi-même en train de pleurer. Que voulez-vous que je dise de plus? Que voulez-vous que je dise de plus? Rien. Alors, je ferme ma gueule et j'arrête cette vidéo. Salut, petit passage au niveau de la vidéo, de cette fin de vidéo, je suis en train de faire le montage de la vidéo et comme un con je viens de m'apercevoir que j'ai oublié de parler de la mort la plus importante, celle qui m'a le plus touché au niveau de One Piece. Vous avez sûrement dû le dire quand vous avez regardé la vidéo, mais je sais pourquoi il a pas parlé de ça. C'est tout simplement la mort du Going Merry. Alors, le Going Merry n'est pas un personnage en tant que tel, même s'il a une âme, mais pour vous dire, la mort du Going Merry m'a plus touché, m'a plus fait couler de larmes que celle de Ace. Vous pouvez m'insulter dans les commentaires, vous avez parfaitement le droit, mais voilà, et je me dis, mais voilà, faire une vidéo en parlant de la mort dans One Piece et oublier comme un gros con la mort du Going Merry, je trouve que c'est une très très grosse erreur, donc je vais pas refaire la vidéo parce que j'ai pas du tout le temps, mais voilà, d'ailleurs, maintenant que j'y pense, je vais sûrement dans une prochaine vidéo, quand il y aura une prochaine pause d'Ichiro Oda, faire peut-être une vidéo justement sur la mort du Going Merry. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire pourquoi elle vous a marqué, etc. Encore une fois, gros merci de votre soutien. Je vois une belle évolution au niveau de la chaîne, ça me fait super plaisir et je suis en train de prendre un plaisir hyper fou à faire ces vidéos. J'espère que ça se voit et voilà. Bon, allez, j'arrête ici parce que j'ai encore pas mal de taf. J'espère sortir la vidéo pour ce soir. Bref, encore une fois, gros merci à vous et bah à bientôt pour une nouvelle vidéo. Voilà, comme ça au moins je fais une fin un peu mieux pour cette vidéo. Allez, salut mes nakamas.